Bonjour, bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous avons de la grande visite sur Grande Allée. Nous avons la visite du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Oui. Bonjour, monsieur Lamontagne. Bonjour, bonjour. On va faire un petit résumé rapidement de qui vous êtes. Vous allez nous dire si ça vous convient. Né en 1960, vous êtes un homme d'affaires qui est député depuis 2014 à la CAQ. Les dernières élections vous ont amené à devenir ministre de l'Agriculture. Dans votre parcours universitaire, vous avez fait un bac en administration, une maîtrise en counseling, on peut dire ça en fait. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui nous paraissait ouvert à la discussion, c'est ce que nous espérons ce matin. Vous avez été aussi propriétaire de plusieurs compagnies dans le monde de l'aviation, je pense, dans les hélicoptères, mais aussi dans l'alimentation. Alors vous avez un parcours multiple. Ce qui peut être effectivement très intéressant pour voir le nouveau en agriculture. Nous avons quelques questions. On va faire ça en 4 sections. La première section dans laquelle on veut aborder avec vous, c'est agriculture et région. Première chose, c'est assez simple. On vous a rencontré à votre assermentation en fait, à l'Assemblée nationale et vous nous avez dit « j'ai vraiment hâte ». Quand on vous dit « c'est quoi votre envie en agriculture », elle dit « j'ai vraiment hâte ». C'est ça qu'on a retenu. Mais j'ai vraiment hâte, mais souvent, les gouvernements mettent souvent l'agriculture un peu loin dans les priorités. Est-ce que vous pouvez nous garantir que la CAQ, c'est dans le top 3, c'est santé, éducation, agriculture? Bien, je ne veux pas établir d'ordre. La seule chose, c'est sûr que moi, de par ma personnalité, de par comment j'aborde des dossiers comme j'ai fait toute ma vie, bien, pour mon gouvernement, je veux dire, de facto, l'agriculture va être une priorité parce que moi, je vais en faire une priorité. Alors, à savoir si on est en compétition avec la santé, avec l'éducation, moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Là. Moi, je vois qu'il y a un domaine là, qui est toute la chaîne bioalimentaire, là, qui a un potentiel extraordinaire, puis qui a une réalité. Vous serez un homme fort du gouvernement. Oui, tout à fait, comme mes autres collègues, mais c'est certain que moi, je ne m'en vais pas là pour... Donc, je vous dis ça comme ça parce que je pense souvent à Jean Garon, qui, dans sa biographie, le dit. Yvon Picotte, avec qui on était la semaine dernière dans une conférence, le dit aussi. Les ministres d'Agriculture qui ont été un peu grognons sur les bords auprès du Conseil du Trésor, souvent ont obtenu plus de choses que ceux qui ne grognaient pas. C'est ce que j'ai retenu de ces deux hommes-là. Bien, écoutez, si on peut parler comme ça, je vais vous dire, mon objectif, c'est de faire les bonnes choses pour l'agriculture sans avoir à être grognon. Moi, je voudrais vous ramener sur les régions, c'est le thème, le premier thème. J'ai vu que dans le passé, la CAQ vous avez mandaté, M. Legault vous avez mandaté sur un groupe de travail sur le développement régional. Il y a quelques années, 2012, je pense, de mémoire. En 2014, fait. après avoir été élu. 2014, là, je pense que c'était un petit peu avant. 2014. Et lorsque la question que j'aurais voulu vous poser, c'est que lorsque les agriculteurs nous parlent de morcellement, parce que là, la loi de la protection du territoire agricole va être bientôt à l'anniversaire de son 40e. Il y a des discussions qui vont se faire autour de ça. Il y a des producteurs en fait, qui se demandent en fait, si le morcellement ne serait pas une solution pour revitaliser les petites régions. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme favorable ou vous craignez qu'en morcelant, ça donne trop de liberté aussi aux MRC et aux villes? Bien, c'est une très bonne question. Je vous dirais, le souci ou l'intérêt, il y a deux choses. Il y a la vitalité de la ruralité. OK? Parce que moi, juste dans mon comté, Johnson, qui comprend Drummondville, mais 21 autres municipalités essentiellement rurales, moi, j'ai des municipalités qui n'ont plus d'oxygène. Puis quand je dis municipalité, là, c'est 325 habitants, 500 habitants qui n'ont plus d'oxygène. Alors, il faut trouver des façons de leur donner de l'oxygène parce que au-delà de la protection du territoire agricole aussi, il faut parler de la protection de notre ruralité. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est qu'on a vu, je ne suis pas du tout un spécialiste d'agriculture, on s'entend là-dessus, mais je suis à même de constater que depuis un certain nombre d'années, on a toute l'émergence d'une nouvelle forme d'agriculture, qui n'est pas nécessairement de la grande culture et tout ça, mais aussi on a des gens qui ne viennent pas du milieu agricole, qui peuvent s'intéresser à l'agriculture, des gens qui viennent du milieu agricole, mais qui veulent mettre de l'avant d'autres modèles. Je fais juste penser au prix du mérite agricole, la relève agricole. Récemment, j'ai remis le prix à M. Je pense que c'est Watson de l'Outaouais, qui a une terre, c'est 1,6 hectares, là, qui a réussi à se faire confier par un fonds avec la municipalité, tout ça. Puis finalement, qui finit avec tout ça, bien, il est avec sa femme, il nourrit 300 familles. Puis ça a un impact extraordinaire dans la communauté. Bien, l'idée, c'est comment on peut concilier tout ça. Comment on peut concilier la protection du territoire agricole avec
ce côté-là de la ruralité, puis ce côté-là aussi de toute cette agriculture-là émergente qui n'est pas nécessairement basée sur la grande culture. Là. Alors, ça va être de faire un peu la quadrature de tout ça. Là. Vous semblez donc avoir une vision par les deux côtés de la lorgnette, en fait. Là, oui, la grande agriculture qui nourrit et le Québec et la planète, mais aussi l'agriculture qui pourrait être plus de proximité, qui nourrirait les régions, en fait. Qui nourrirait les régions, puis aussi, surtout dans la ruralité, là, des fois, ça prend juste une petite étincelle, puis on est 10 ans, 15 ans plus tard, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça leur pris forme, qu'il y a comme un cœur qui s'est remis à battre. Bien, c'est une idée qu'il y a eu, puis veut pas en réalité, il y a beaucoup des idées qui vont venir, c'est des idées qui vont venir du côté agricole, qui vont venir du côté de l'agrotourisme, qui vont venir du côté des tables gourmandes, ces choses-là. Bien, il faut faire place à ça parce qu'en bout de ligne, quand on veut parler de revitaliser dans la ruralité, ça passe beaucoup par l'agriculture. Alors, il faut qu'on fasse une place à ça, là, parce qu'aujourd'hui, il y a des idées qui n'existaient pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Il y a des gens qui ont des capacités entrepreneuriales. Il y a toute une question d'éducation aussi en arrière de ça. De sorte qu'aujourd'hui, bien, on a une réalité. Est-ce que nos lois sont les mieux adaptées pour permettre à cette réalité-là d'émerger puis de prospérer aussi? Bien, écoutez, ça fait 6 semaines que je suis en poste, là, mais je peux vous dire que je vais certainement être curieux par rapport à ça. Il y a des idées qui émergent, effectivement, mais dès je dirais, 2008, pour prendre comme phare de référence le rapport Pronovo, dès 2008, il y avait des idées qui émergeaient, en fait. On est comme 10 ans plus tard, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup 12 ans plus tard, il n'y a pas eu beaucoup d'application de ces idées. Bien, je vous dirais, puis c'est ça qu'on discutait un petit peu avant de commencer l'entrevue, j'ai lu avec curiosité le rapport Pronovo. Et puis, j'ai une liste de questions que je me suis écrites pour faire un bilan parce que j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi suite à la tournée que j'ai faite des régions du Québec. Il y a beaucoup de choses que je disais là-dedans qui résonnaient. Puis je me dis, bon, bien, où on en est aujourd'hui par rapport à ça? Là? Fait que là, dans les semaines qui s'en viennent, pas dans les mois, mais dans les semaines qui s'en viennent, moi, c'est de me faire un peu une mise à jour un peu là, par rapport à tout ça. Là. Concernant l'aspect agriculture-région, on va dire, bon, la ville de Québec, c'est pas tout à fait une région, mais c'est un peu une région vis-à-vis Montréal. Il y a un gros débat à Québec sur les terres des Sœurs de la Charité. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture, vous voyez ça comment? Parce qu'en fait, on sait que le maire Labaume a des intentions de développement de domiciliaire. Il y a des groupes de citoyens, l'Institut Jean Garon s'est positionné, puis c'est un peu le débat qui existe dans d'autres régions aussi. C'est est-ce que les grandes villes comme Québec doivent garder des contextes d'agriculture urbaine? Ou est-ce qu'il faut effectivement tout bétonner? Bien, écoutez, c'est une question assez directe que vous me posez là. C'est certain que ma première réponse, ça va être de non, c'est pas nécessaire de tout bétonner. Mais mon premier réflexe, dans un premier temps, c'est de m'en remettre à la loi, m'en remettre à l'application de la loi, m'en remettre aux spécialistes qui sont les responsables de l'application de cette loi-là, puis voir un petit peu vers où ça se dirige. Là. Mais c'est certain qu'une fois que c'est bétonné, on ne peut pas revenir en arrière, une fois que ça a été fait. Fait que ça vaut la peine d'être sensible à tout ça. Là. Puis, c'est certainement pas le béton à tout prix, si on s'entend là-dessus. Là. Donc, vous seriez confiant pour l'instant que le processus se rende jusqu'à la loi de la protection du territoire agricole et de voir, en fait, l'issue de cela? Bien, écoutez, il y a un processus qui est en cours, ça, je l'entends. On n'est pas rendu à la Commission de protection du territoire agricole. Il y a déjà certains signaux qui ont été envoyés. Oui, parce que je pense que le Parti libéral, avant de quitter, a comme repoussé le délai de quelques mois et a remis ça dans votre cour. Ça, honnêtement, mais j'ai pas de problème parce que ça se fait dans ma cour, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un processus qui est en cours, mais de ce que je comprends, déjà, les premiers signaux qui ont été envoyés, là, c'est que c'était pas nécessairement une nécessité. Là. Je peux comprendre que ça peut convenir en conflit avec des intérêts ou des projets de d'autres, mais ça va être de voir comment on va naviguer là-dedans. Là. Sur notre section plus agricole encore, c'est le syndicat. J'ai deux questions là-dessus. On va faire ça court parce qu'en fait, on connaît la position de la CAQ là-dessus, en tout cas la position de M. Legault. Mais là, avant de vous parler même de l'UPA, j'aimerais ça vous parler de l'Union paysanne. L'Union paysanne a une actualité actuellement. Elle s'est présentée devant la Régie des marchés pour réclamer du hors-quota. On sait qu'il y a une décision de la Régie des marchés qui devrait émerger dans les prochaines semaines ou début de l'année 2019. Juste sur le principe, vous, en tant que ministre de l'Agriculture, est-ce que vous entendez les attentes d'un groupe comme l'Union paysanne qui veut justement pouvoir exercer de l'agriculture de proximité à plus grande échelle, je dirais au rythme peut-être de la Colombie-Britannique, par exemple? Si on prend juste l'exemple de 100 poules au Québec versus 100 poulets versus 2000 poulets.
vous dirais qu'aujourd'hui, là, je ne vous ferai pas d'annonce, là, puis je ne veux pas qu'on fasse de manchette avec ce que je vais dire, là, mais à la base, là, moi, j'arrive là-dedans, puis je dirais d'un œil frais, si on veut, là. Puis, ma préoccupation, ça va être de m'assurer de permettre des opportunités en agriculture. Ça va être d'identifier où on freine l'initiative en agriculture, où on freine des gens qui sont passionnés, qui veulent gagner leur vie, qui veulent servir les citoyens. Toute la notion de circuit court, ben moi, ça va devoir... Quels sont les obstacles à ça? Puis après ça, est-ce que ces obstacles-là, je veux dire, ont du sens? L'expression « ça fait du sens », je sais que c'est un anglicisme, là. Puis ça va être de voir comment on peut faciliter. C'est sûr que c'est tout naturel d'avoir un producteur qui vend à côté de chez lui à des gens dans sa municipalité. Alors, si on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ça, bien, pourquoi? Puis c'est quoi le bien fondé? Puis ça date de quand? Puis aujourd'hui, c'est encore actuel? Fait que c'est sûr que je vais être un ministre qui va poser ces questions-là, puis qui va chercher à faire prévaloir le gros bon sens. Ça, c'est certain. Alors, les interlocuteurs que vous avez aujourd'hui, officiellement, ce n'est que l'UPA, en fait. Ouais. Peut-être vous pourriez entendre Maxime Laplante de l'Union paysanne ou Jacques Cartier du CEA aussi. J'imagine peut-être vous allez consulter plus large que l'UPA. Ah, bien écoutez, honnêtement, moi, j'entends vraiment être le ministre de tous les gens qui ont à cœur l'agriculture au Québec avec leurs spécificités, puis voir comment, moi, dans mon schème de pensée, tout ça, là, comment je peux faire contribuer chacun. Mon objectif, c'est qu'ultimement, que ce soit toute la chaîne qui en bénéficie. Moi, je ne suis pas là pour prendre les intérêts d'un ou de l'autre. Tu sais, on a fait notre nid, il y a un syndicat au Québec, on ne remet pas ça en question, mais je vais travailler avec eux. Mon objectif, c'est prendre mes talents, mon expérience, puis qu'ultimement, quand je vais finir mon terme, que ça ait été bénéfique à ce qui s'appelle l'agriculture au Québec, toute la chaîne bioalimentaire. Puis je vais certainement m'alimenter des meilleures idées puis des meilleurs talents pour chercher à mettre ça en place, pour faire ça. Donc pour conclure sur les syndicats, si le monopole persiste, et je pense que c'est la volonté de la CAQ pour le moment en tout cas, est-ce qu'on pourrait penser que les idées en fait, de l'Union paysanne et les idées du CEA puissent au final s'intégrer dans ce grand mouvement qui est l'Union des producteurs agricoles pour essayer de diversifier l'agriculture? Bien, vous me parlez de diversification, là, je vous dirais effectivement. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui se lèvent le matin, là, puis qui veulent faire progresser l'agriculture au Québec, là, de toutes sortes de façons, là, ben moi, je vais avoir ils vont avoir mon écoute. Puis encore, comme je dis, ce qui fait du sens, là, ben je vais certainement chercher là, à ce que ça fasse partie des actions, puis de ce que je vais chercher à influencer et à mettre en place. Merci, M. Lamontagne. La question sur les taxes foncières. Oui. Alors, les taxes foncières, en fait, je pense avoir compris au dernier congrès que vous avez annoncé encore quelques millions cette année pour pallier aux augmentations. C'est ce qu'avait fait le gouvernement précédent. C'est un dossier sur lequel l'UPA s'est battu très fort. Je pense même qu'ils avaient mis ça comme leur priorité. Même si M. Paradis est parti et même si le Parti libéral a été laminé, en fait, les taxes foncières n'ont pas été réglées. Luc Godbout, lui, il écrivait dans son rapport, Luc Godbout a fait le rapport là-dessus, il disait qu'il y avait des choses bien dans le projet de Paradis parce que réduction du nombre de critères d'admissibilité, transfert à Revenu Québec. Il disait même il y a une variation pour la majorité des fermes, 40% des fermes vont avoir $200 de hausse, de baisse, Paradis parlait de 113. Quand on regarde tout ça, on se dit c'est du foin, mais quel foin pour tout, pour rien, parce que finalement on n'a pas avancé d'un iota. Ils se sont battus, ils ont eu peut-être la tête de quelqu'un, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est quoi Puis en plus, Carlos Letao, qu'on avait rencontré, quand on lui pose la question du plafond de 5%, que Godbout parle dans son rapport, il dit oui, il y a un plafond de 5%, puis il dit c'est une très bonne question que vous me posez, il n'y a pas de réponse à ça. Donc on fait quoi? On fait de l'argent? Écoutez, moi je me suis engagé vis-à-vis de mon premier ministre. À réformer toute la question du programme de crédit de taxe foncière agricole d'une façon pérenne. On s'entend là-dedans qu'il y a différents groupes d'impliqués. On a les municipalités, on a nos agriculteurs, puis on a le gouvernement. À l'origine, quand ce programme-là a été mis en place, c'était pour protéger la capacité d'investissement et d'établissement du monde agricole.
ben c'est sûr qu'à la base de cette réforme-là, moi, je veux m'assurer que cet objectif-là de départ prévale. OK? Ceci étant dit, on a assisté, de par l'explosion de la valeur des terres agricoles depuis plusieurs années, on a assisté à quand même un déplacement important du financement des municipalités. Là. Puis là, je ne veux pas créer de drame ce matin en discutant ça avec vous, là. Mais il y a une portion de plus en plus grande qui est assumée par le volet agricole, qui est quand même tout petit, si on veut, en termes d'individus, en termes de surface. Peut-être que ça peut être considérable dans beaucoup de municipalités, mais en termes d'individus versus des populations, là. Alors, ça va être oui, qu'ultimement, le gouvernement assure une protection pour les gens, mais il faut tenir compte de la réalité. Puis, encore là, les municipalités, écoutez, la semaine passée, je prenais connaissance du dernier budget d'une des grandes villes du Québec, là, où on regarde les augmentations de dépenses, on regarde la taxation qui s'applique à la population générale, on regarde les augmentations de taxes des agriculteurs, puis à travers ça, ce que je comprends, c'est que les gens ont pris des décisions, dans le fond, qui respectaient la capacité de payer de leurs citoyens. Ben moi, en lisant ça comme ça, mais je me dis, ils ont oublié un groupe de citoyens là-dedans. Là. Fait que je me dis, il ne faut pas qu'à la base de la réforme que je veux faire, qu'on parte avec une question de déséquilibre comme ça, qu'ultimement, le gouvernement provincial va ramasser la facture. Il y a une responsabilisation qu'il faut qu'il se fasse, là. Puis je comprends que les paliers, c'est indépendant et tout ça, là, mais c'est trop gros pour juste dire qu'on pèlte dans le cours du provincial, puis le provincial va ramasser la facture. Je n'ai pas de solution aujourd'hui. Ouais. OK? Non, parce que le plafond de 5 existe encore, en fait. Le plafond de 5 existe encore. Mais ce n'est pas juste une question de déplafonner. Tu sais, tu as des municipalités là, qui tirent 80, je pense celle-là le plus élevé que j'ai vu, là, qui tirent 92 de ses revenus de la taxation foncière qui vient des terres agricoles. Puis tu en as d'autres, c'est à peu près zéro. OK? Bien, y a-t-il moyen d'essayer de faire quelque chose là, qui tiendrait compte, tu sais, d'un pourcentage de revenus agricoles d'une municipalité versus un autre? Tu sais, les taux de taxes, je sais que les municipalités ont des possibilités d'appliquer des taux de taxes agricoles. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Écoutez, c'est sûr que mon lit n'est pas fait, on s'entend là-dessus, mais je suis entré en poste le 19 octobre au matin, puis je peux vous dire que pas longtemps après, là, j'avais déjà donné des directives là, pour m'amener de l'information. Aussi, je suis un gars de chiffres, je suis un gars de gros bon sens. Puis l'objectif, c'est de faire de quoi qui va être durable, puis qui va être soutenable pour le gouvernement, qui va être soutenable pour les municipalités, puis qui va surtout être soutenable pour les agriculteurs. Parfait. Puis pour terminer, M. Lamontagne, je voudrais passer à travers 3 secteurs. Il y en a beaucoup en agriculture, mais on va parler du lait, de la sériculture et du porc. Ouais. Puis j'ai une question par thème. Bon. Le lait, c'est assez simple. Le lait, bon, vous voyez tout ce qui s'est passé depuis les dernières années avec le lait diafiltré, tout l'accord États-Unis, Mexique, Canada. Ouais. On n'a pas vu venir encore les compensations sur l'importation de fromage que les conservateurs avaient promis, que les libéraux ont mis un peu en suspens au fédéral. Là, on est en attente de savoir si les agriculteurs vont être compensés pour la classe 7. Ouais. Comment vous, je sais que vous allez vous retourner vers Ottawa un peu, mais c'est quoi les solutions réelles en fait, pour aider les agriculteurs? Bien, écoutez, je pourrais vous conter n'importe quelle histoire, là, mais ce matin, je ne vous en conterai pas. Là. La première chose, c'est voir où tout ça va atterrir. Puis, pour voir où tout ça va atterrir, bien là, pour l'instant, la réponse est avec le gouvernement fédéral. Okay? Il y a la question des compensations vis-à-vis des producteurs qui vont assumer des pertes qui sont réelles. Après ça, il y a une question qui touche toute l'industrie parce qu'on vient d'un contexte de gestion de l'offre qui est un marché fermé, si on veut. Là. Puis quand on fait une brèche comme ça, bien, c'est qu'on vient d'hypothéquer la croissance intérieure. Alors, nos gens, bien, je veux dire, il y avait 2 façons de continuer à prospérer, si on veut. C'est sûr, c'est l'augmentation un peu de leur volume, mais après ça, c'est leur capacité à être de meilleurs opérateurs, d'être de plus en plus productifs et tout ça. Bien là, en faisant des brèches comme le gouvernement a accepté de faire, bien, c'est qu'on vient hypothéquer de façon considérable cette croissance naturelle-là du marché. Alors, comment l'industrie peut s'adapter à ça? Fait que ça, c'est un autre volet. Mais avant de dire, bon, ben où on s'en va, bien là, voyons où on va atterrir avec le gouvernement fédéral. Moi, les représentations que j'ai faites avec
les producteurs laitiers, le conseil laitier, c'est de s'assurer qu'à la première journée qu'on s'assoit, le groupe de travail qui touche les compensations, c'est que nos demandes, nos évaluations soient claires, soient crédibles. Tu sais, lancer des chiffres, là, c'est tant de milliards, tant de... OK, amène-moi, là, concrètement, là, fais-moi la démonstration de ça. Bien, plus qu'on va mettre sur la table à la minute 1 de ce conseil, de ce groupe de travail-là, puis le Québec compte pour quand même 40 de tout ça au Canada. On est les premiers qui sont les plus touchés. Alors, c'est de voir comment, ultimement, les solutions avec lesquelles vont arriver le groupe de travail, puis ce que le gouvernement fédéral va faire, jusqu'à quel point ça va s'inspirer de la réalité québécoise. Puis la suite, ça va dépendre de ça, là. Sur le lait, une autre question. En fait, je ne sais pas si vous êtes déjà informé ou si vous le serez dans les prochains jours. Nous, on vient de sortir ça cette semaine dans le numéro de décembre. Ça concerne une start-up californienne qui s'appelle Perfect Day, qui vient de s'associer avec ADM Nutrition Animale, en fait, une compagnie de nutrition animale d'Amérique du Nord. Ils ont créé une levure qui, par fermentation, en fait, crée du lait, du lait. Crée un semblant de lait, en fait, mais sauf qu'il réalise du lait, du brie et du lait dans des bouteilles de verre, un peu type terroir, là, en fait. Ça donne ça, là, comme concept. Nous, c'est très nouveau encore, donc je comprends que vous n'aurez peut-être pas d'avis très précis, mais la question qui se pose, c'est sûr que je pense que c'est pour une clientèle végane au départ. Maintenant, ça pose la question aussi dans la définition de Perfect Day, la start-up même, quand on va lire sur leur site. Ça va même jusqu'à penser, finalement, les vaches, ça sera plus si utile que ça, parce qu'on peut créer du lait sans vache, en fait. Et la question fondamentale qui se pose, on se dit, est-ce que les producteurs laitiers, après avoir été, j'allais dire, très ennuyés, on va dire, par le lait diafiltré, pour pas dire d'autres mots, vont devoir avoir comme compétition du lait sans vache qui pourrait un jour intégrer nos produits laitiers? Bien, écoutez, je n'ai pas d'opinion sur Perfect Day ou tout ça, mais juste une perspective de société qui évolue, de consommateurs qui évoluent d'une façon planétaire, si on veut, là. Ce que vous me dites là, c'est pas surprenant. Puis il y a quelques semaines, on parlait de la viande sans viande, on parlait... puis ça, on peut penser qu'on va pouvoir empêcher l'évolution, si on veut, de tout ce qui est l'alimentaire, puis l'offre alimentaire, entre guillemets, mais ça serait prétendre à beaucoup. Hein? Ce sont des défis extraordinaires pour ce sont des défis extraordinaires, puis on a deux façons d'aborder ça. Hein? C'est qu'on voit ça comme des menaces dont on veut se protéger, ou on voit ça comme des réalités qui vont faire partie de plus en plus de notre réalité commerciale, de notre réalité d'affaires. Alors, c'est soit qu'on se met tout de suite en mode comprendre qu'est-ce qui s'en vient, puis aussi, on a du temps. Là. On s'entend là, que demain matin, les tablettes seront envahies par ça. Là. On a 5 ans, 10 ans, 15 ans devant nous, tout ça. Alors, c'est soit qu'on a une attitude où on est conscient de ce qui s'en vient, on est à l'affût de ce qui s'en vient pour qu'on fasse les tournants et les adaptations nécessaires, ou c'est soit qu'on se dit que ça n'aura pas de bon sens parce que ça vient bouleverser ce qui est aujourd'hui. Puis ce qui est, c'est pas figé. On peut s'imaginer que c'est figé, que ça va toujours rester pareil, mais ça ne pourra pas rester pareil. C'est pas juste pour le niveau de l'agriculture, c'est les automobiles, c'est n'importe quelle industrie. C'est un monde qui est en mouvement. Fait que plus le monde agricole, par rapport à ces réalités-là, vont faire preuve d'ouverture, puis d'accueil, puis de dire, écoute, de curiosité pour voir comment on peut assurer la pérennité de nos industries à travers tous ces changements-là. Bien, plus on va avoir des leaders dans ces industries-là, puis aussi au gouvernement, mais ça vient beaucoup de l'industrie, plus on va avoir des meneurs, des leaders là, qui vont avoir cette curiosité-là, puis cette volonté-là de toujours être prêt d'être dans un mode de se remettre en question, bien, on va être capable vraiment de suivre un peu ces défis-là. Moins on va avoir d'accueil par rapport à ces nouvelles réalités-là, plus ça va être difficile. Je ne parle pas juste de l'industrie agricole, je parle de toutes les industries, c'est ça. Deux dernières questions, une sur la sériculture, une sur le porc. Bon, la sériculture, c'est simple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir dans notre journal La Vie agricole sur LVA TV plusieurs acériculteurs qui ressortent toujours. Il n'y en a pas 2 mois sans qu'un acériculteur vienne parler de sa liberté de vendre parce qu'ils se plaignent qu'on peut acheter du sirop d'érable au Nouveau-Brunswick, qu'eux ne peuvent pas le vendre comme ils veulent, etc. On a vu le cas de Nathalie Bombardier qui a été le plus publicisé, je pense, dans les derniers mois. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture, est-ce que vous êtes un
fervent défenseur du plan conjoint d'acériculture? Vous avez une écoute aussi pour les gens qui veulent la liberté en acériculture? Vous avez une position ou vous allez regarder ça? Ben, je vous dirais, là, je vous dirais pas aujourd'hui que j'ai une position, là. Ça fait 6 semaines que je suis là. Je vous dirais, j'ai déjà pas mal de positions, se mêler d'affaires, mais pas surtout. Par contre, moi, la curiosité que j'ai par rapport à la gestion de l'offre, le plan conjoint, ces choses-là, c'est de voir quelle sorte de stabilité ça amène à l'industrie, puis est-ce que ça contribue à sa prospérité? Qu'est-ce que ça contribue à sa stabilité? Moi, Il se peut que dans certains secteurs comme le lait, ça contribue. Ouais. Il se peut que dans certains secteurs comme l'érable, Ouais. qui est un produit mondial, Ouais. où on voit d'ailleurs que la production est en chute au Québec. Mais je vous demande, est-ce que la production est en chute au Québec? Ben, en fait, en chute dans le sens que, c'est-à-dire que la production, pas forcément la production du Québec, mais la production de l'extérieur augmente. Donc OK. la proportion de sirop d'érable produit dans le monde n'est plus exclusive au Québec. Disons que 90% du ben, sirop ça, je suis d'érable... d'accord avec vous. Donc, Puis, en fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle chute au Québec, ça veut dire que la proportion du produit... C'est possible, mais à partir du moment où on a d'autres juridictions qui s'intéressent à ce produit-là, puis qui est un produit qui est prisé, bien là, est-ce que l'important, c'est de mettre en place un environnement pour préserver historiquement, on avait 80 du marché mondial, puis on veut maintenir ça, quand on a un marché mondial qui est en grande progression, ou ce qui est important, c'est d'avoir une progression pour notre industrie, puis une progression qui est solide. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. Là. Encore faut-il, il ne faut pas que les transformateurs de l'érable du Québec aillent s'installer au Nouveau-Brunswick parce que c'est plus facile à produire. Ça, je suis d'accord avec vous. Un autre débat. Je suis d'accord avec vous. Et dernière question sur le porc. Ben, c'est complètement d'actualité, mais c'est d'actualité et ça ne l'est pas parce que ce n'est pas clair encore, mais c'est comme la rumeur la plus connue. Même Marcel Groslo nous a confirmé qu'il connaissait la rumeur au Congrès. On prétend que F. Ménard est en train de se vendre à la Coop fédérée. Okay. Alors j'imagine que ça a dû venir à vos oreilles au MAPAC les dernières semaines. Encore là, je ne suis pas un grand connaisseur de tout ça, là, mais effectivement, mais la question fondamentale, c'est une transaction. Certes, c'est une transaction qui resterait au Québec, donc on peut voir ça comme positif plutôt qu'F. Mais on va avoir une concentration incroyable. La concentration, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait dans votre esprit en tant que ministre de l'Agriculture de se dire, finalement, la ferme familiale dans le porc, c'est comme fini, là, on est en phase terminale. Là. Ouais. Envoyé comme ça, je vous dirais que c'est pas agréable à entendre. Hein? Moi, l'importance, c'est que les joueurs qui restent se traitent entre eux de façon équitable pour faire en sorte qu'on a une filière et puis faire en sorte que chacun puisse gagner sa vie honorablement dans cette filière-là, puis que s'il y a un des partenaires qui est vraiment énorme par rapport aux autres, bien, ce partenaire-là va devoir aiguiser sa conscience de solidarité envers les autres membres de sa filière. Là. Ce serait juste ça que je dirais, parce que d'empêcher, non, je ne veux même pas dire un terme comme ça, mais il y a un mouvement qui est là puis c'est possible que ça arrive, là, cette transaction-là. Mais ultimement, on a des abattoirs, des transformateurs, on a nos producteurs. Bien, on demande à tout le monde d'investir, on demande à tout le monde d'offrir le meilleur produit possible. On a des marchés extraordinaires qui nous accueillent de façon extraordinaire à l'extérieur du Québec. Bien, ultimement, on a ensemble à décider collectivement quelle sorte de succès on veut avoir. Puis le succès, il va être collectif. Le succès ne peut pas venir seulement que d'un bout de la filière. Moi, ça serait juste ça que je vous dirais aujourd'hui. Écoutez, M. Lamontagne, on vous remercie beaucoup. Ouais. On vous a trouvé très ouvert. Ouais. On s'en doutait par votre formation et le peu de contacts qu'on a eu à l'Assemblée nationale l'autre jour. On se doutait bien, comme vous avez dit, on va venir vous voir, vous alliez venir. Et on apprécie votre grande discussion d'ouverture. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.